Salut YouTube. Il y a une semaine environ, il y a le 1095 de One Piece qui est sorti. C'était une dinguerie, hein, évidemment. Dernièrement, Oda, il nous lâche que des dingueries. Mais honnêtement, je comptais pas faire de vidéo dessus parce que, en général, je fais pas de vidéo de review parce que j'ai rien à dire, tu vois. Genre, je lis le chapitre en général et je suis là en mode ok, tu vois. Alors que je fais plein de vidéos sur One Piece, mais les chapitres, je fais jamais de review. Et là, en fait, j'ai pas mal de choses à dire. Je pense que c'est aussi parce que on a fait entre le 1094 et 1095, on a dû faire au moins 4 heures de live avec mes potes pour en parler sur TikTok. Donc bref, tout ça, ça fait que au final, j'ai pas mal de trucs à dire sur ce chapitre. Donc je pense que ce qu'on va faire là, ça va être une vidéo pas très éditée, ça va être un truc vraiment chill. Je vais juste parler pendant, je sais pas, 5-7 minutes. Donc voilà, dites-moi si vous aimez bien ce format, parce que ce sera un format vraiment sans coupure, quoi. Donc là j'ai mon petit iPad juste là, et on va commencer tranquillement. J'ai déjà sélectionné les pages qui m'intéressaient. Donc déjà dites-vous que je vais principalement parler d'un personnage, ok. C'est un personnage qui apparaît dans ce chapitre, mais c'est pas celui auquel vous pensez, d'accord. Avant de parler de ce personnage mystère, je vais parler vite fait de Saturne. Donc, sur cette planche on le voit très bien. Saturne, moi, quand il est apparu dans le 1094, honnêtement, je me suis juste dit que c'était un monstre. Tu vois, je me suis juste dit, le poteau, c'est une araignée, tu vois, genre en mode, sa vraie forme, c'est une araignée. Je me suis pas dit c'est un fruit du démon, je me suis vraiment juste dit ça. Et ensuite, c'est en parlant avec des potes qui me disent, mais Philippe, mais tu sais, si ça se trouve, c'est un fruit du démon. Je suis en mode, ah ouais. Donc bref, moi, à la base, j'étais vraiment parti sur les doyens, c'est juste des monstres. Mais ensuite, en y réfléchissant, c'est vrai que c'est très possible que ça soit un fruit du démon, surtout ce qu'on a vu sur les fruits du démon éveillés, c'est vraiment possible que ce soit ça. Et en même temps, son pouvoir, il a l'air d'avoir un pouvoir un peu bizarre, où il retient les gens à terre et tout, et même il lance des trucs, bref. Il a l'air d'avoir des pouvoirs un peu chelous. Et en fait, moi je me dis, il y a trois explications possibles. Fruit du démon, acquis des rois, ou pouvoir qu'on ne connaît pas. Et moi je me dis, en fait, si ça se trouve, c'est un mélange des trois. C'est pas juste un fruit du démon, c'est pas juste du acquis des rois, c'est pas juste un truc qu'on connaît pas, c'est le mélange des trois. Donc voilà, je vais pas parler plus que ça de Saturne, et je vais me diriger vers notre perso mystère. Donc il est sur cette planche et il s'agit de Sanji. Je sais que vous attendez peut-être pas à ça, mais c'est de Sanji dont je veux principalement parler ici. Alors en fait, pourquoi je veux en parler? On voit Sanji sur cette planche se faire un peu bouillard par Sachon. En gros, il lui envoie une attaque, on sait pas trop ce que c'est. Sanji se la prend et apparemment il est à terre. Et pendant tout le reste du chapitre, concrètement, Sanji ne va pas réussir à se relever. Il va pas réussir à se lever et à offrir un combat à Sachon, quoi. Et en fait, ça m'a fait penser que en fait, Sanji, c'est un thème récurrent, ça. Le fait de se faire battre par le méchant principal d'un arc, juste pour montrer que le méchant principal est fort, c'est un truc qui arrive assez souvent à Sanji. Je vous donne deux exemples, Punk Hazard et Dressrosa. À Dressrosa, lorsque Sanji il est sur le bateau avec une partie de l'équipage juste avant d'aller à Zo, en fait il va se battre avec Doflamingo. Doflamingo arrive, il est super énervé à cause de l'eau et tout ça. Et il va attaquer le bateau. Évidemment, c'est Sanji qui va s'en charger, vu que c'était la personne la plus forte sur le bateau à ce moment-là. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que Sanji il se fait marave. Sanji il perd contre Doflamingo. Il ne, il ne souffre d'aucun dommage, d'aucun gros dommage. Tu vois, genre il perd pas une jambe, il ne s'est pas tué ni rien. Mais c'est juste en fait, genre cette scène elle est là pour montrer que Doflamingo il est fort. Et pour que ensuite, lorsque Luffy bat Doflamingo, on se dise ah ouais, en fait, Doflamingo, il était vraiment fort. Genre, regardez ce qu'il a fait à Sanji au début de l'arc, tu vois. Donc à Dressrosa, il y avait ça. Et aussi à Punk Hazard, c'est pareil. Et c'était sur Vergo. Vergo, lorsqu'ils sont dans le laboratoire, là, et qu'il y a le gaz qui arrive pour tuer tout le monde, et ben Vergo, il va voir ses hommes et il commence à les attaquer. Et bref, t'as Sanji qui intervient parce qu'il avait Tashigi, tout ça, il voulait la protéger. Et s'ensuit un combat entre Vergo et Sanji, où Sanji concrètement ne peut rien faire contre Vergo. C'est ça l'idée qui est transmise. Sanji ne peut rien faire. Et genre, bon, on ne sait pas si c'est à cause de ses dégâts qu'il a subis précédemment. Bref, de toute façon, c'est pas très important. Mais concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on voit Sanji galérer contre Vergo. Et en fait, ça aussi, c'est pour hyper Vergo, pour que ensuite, quand l'eau il le coupe en deux et il le bat, pour qu'on se dise, ah ouais, en fait, Vergo il était fort, il peut même tenir tête à Sanji et même le dépasser sans problème. Donc bref, tout ça pour dire que
Ça, c'est un truc qui arrive de manière récurrente à Sanji. Et au début, je m'étais dit, ah ouais, mais c'est chiant. Tu vois, je m'étais dit relou, tu vois, j'espère vraiment que ça va pas se passer comme ça cette fois-ci. Et ensuite, j'y ai réfléchi, genre, pendant 2 3 jours, j'y ai réfléchi, tu vois, dans mon coin. Et je me suis dit, en fait, c'est normal. Et genre, ça va continuer à se passer comme ça. Parce qu'en fait, moi, mon idée, c'était pourquoi est-ce que ça arrive pas à Zoro? Tu vois, je me disais, ok, si vraiment il y a besoin qu'une personne puissante se fasse battre pour hyper le vilain, pourquoi est-ce que ça arrive toujours à Sanji et jamais à Zoro? Ok, ça arrive pas à Luffy parce que voilà, c'est le personnage principal, mais pourquoi Zoro ça lui arrive pas? Et ensuite, quand j'y réfléchissais, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est normal. C'est parce que Zoro, son personnage entier, il est basé sur le combat. Genre, il a qu'une seule dimension presque Zoro, c'est d'être un combattant. Donc, il a pas eu de flashback, il a pas eu tous ces trucs, il est juste focus sur le combat. Il est unidimensionnel. Sanji, d'un autre côté, il a été développé un peu comme les autres membres de l'équipage de Chapeau de Paille. Il a eu son flashback, il a eu tout un arc pour lui. D'ailleurs, c'est peut-être même le Chapeau de Paille le plus développé. Quand tu vois Whole Cake, c'est immense. Et donc, du coup, en fait, c'est juste trop demandé de dire ah ouais, Sanji, tu vas-y, on te donne Whole Cake, on te donne un arc énorme pour te développer en tant que personnage. Et en même temps, c'est Zoro qui se fait allumer par le grand méchant pour montrer qu'il est fort. Donc, bref, tout ça pour dire que je pense que Sanji va continuer à se faire marave de cette façon par les antagonistes principaux des arcs. Juste parce que Zoro peut pas s'y coller, parce que Zoro, voilà, il a une réputation à tenir, puisqu'il est unidimensionnel. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Sanji. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Ensuite, on pourrait parler du flashback de Kuma, mais honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. C'est exécuté brillamment par Oda, hein, comme d'habitude. Je veux dire, ça fait 4 pages le truc. En 4 pages, tu passes de Kuma, ouais, bon, c'est juste un perso secondaire, on n'a pas grand chose à battre, à Kuma, on t'aime. Donc vraiment, Oda, trop fort. Et le dernier truc que moi je voulais dire, c'était sur God Valley. Donc God Valley, concrètement, c'est juste une île. Je crois que c'est dit. Je crois que c'est sur West Blue. Bon, je suis pas sûr. C'est juste une île qui n'est pas sous le contrôle du gouvernement mondial. Donc ça veut dire que bah, le gouvernement mondial ne protège pas activement cette île. Il n'y a pas la bannière du gouvernement mondial dessus. Et apparemment, bah, il n'y a personne d'autre qui a mis sa bannière dessus. Autrement dit, il n'y a pas d'empereur qui possède ce territoire. Donc c'est une île comme les autres. Et tout d'un coup, les dragons célestes, ils arrivent sur l'île et ils disent ouais, bah, on va organiser une chasse ici. Ils les emprisonnent tous et en gros, ils vont les chasser et tous les tuer. Tous les habitants de l'île sont devenus des esclaves en fait des dragons célestes. Comme ça, parce que les dragons célestes, ils ont décidé. Et je trouve que ça montre vraiment que c'est super dangereux en fait. Le monde de One Piece, si en fait tu n'es pas affilié au gouvernement mondial, en fait t'es en danger. Tu vois, parce que genre ils peuvent faire des dingueries comme ça, et c'est au même titre que les pirates. Donc ouais, tu peux pas te permettre d'être affilié à personne dans le monde de One Piece, c'est juste trop dangereux. Vaut mieux que tu sois sous la protection d'un empereur plutôt que tout seul. Tout seul, on voit, il y a des dingueries qui se passent, franchement. Donc voilà, ça conclut ce que je voulais dire sur le chapitre. Il y a plein d'autres trucs à l'intérieur, hein, je dis pas. Mais moi, j'ai rien d'autre à dire sur ça, donc voilà, je vais m'arrêter là. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous aimez bien le format, si vous voulez d'autres vidéos de ce format. Et voilà, hein, tous.